Imaginez un instant que dans votre tête existe un théâtre obscur où trois acteurs interprètent une pièce sans fin. Le premier est un enfant sauvage qui crie ⁇ Je le veux maintenant !⁇ en donnant des coups de pied et en pleurant. Le second est un juge sévère en toge noire qui murmure ⁇ C'est mal, très mal !⁇ Et au centre, un diplomate fatigué tente désespérément de maintenir la paix entre les deux. Bienvenue dans le monde fascinant de l'esprit humain selon Sigmund Freud, où le ça, le surmoi et le moi livrent une bataille constante pour le contrôle de nos vies. Aujourd'hui, nous découvrirons ce qui se passe quand cet enfant sauvage prend le contrôle absolu. Et pourquoi certaines personnes semblent incapables de résister à leurs pulsions les plus destructrices. Freud décrivait le ça comme une bête affamée qui vit dans les profondeurs de notre inconscient. Imaginez-le comme un dragon primitif qui crache du feu à chaque fois qu'il désire quelque chose. Il ne connaît pas le mot « non ». Il ne comprend pas les conséquences. Il n'existe que dans l'ici et maintenant, exigeant une satisfaction immédiate. Quand vous étiez bébé, votre ça était le roi absolu. Faim, pleurs immédiats, sommeil, peu importait que ce soit le jour ou la nuit. Mais quelque chose de fascinant se produit à mesure que nous grandissons. Nous apprenons à réprimer cette bête intérieure. Ou du moins, la plupart d'entre nous essaient. Car il y a des personnes chez qui ce dragon n'a jamais été domestiqué et son rugissement devient le son dominant de leur vie. Pensez à cette personne que vous connaissez qui dit toujours exactement ce qu'elle pense, sans filtre. Ou à celle qui achète impulsivement des choses qu'elle ne peut pas se permettre. Ou à celle qui explose de colère pour n'importe quel désagrément mineur. Ce sont les symptômes d'un ça emballé, comme un cheval sauvage qui a brisé les rênes de son cavalier. Dans le cerveau de ces personnes, le centre de contrôle exécutif, ce que Freud appelait le moi, s'est affaibli. C'est comme si le diplomate fatigué avait abandonné son poste, laissant l'enfant sauvage prendre toutes les décisions. Le résultat est une vie gouvernée par des pulsions primitives. Manger, boire, consommer, posséder, attaquer. Sans la supervision du moi, ces pulsions deviennent la boussole qui guide chaque action. Imaginez que dans votre esprit se trouve un labyrinthe sombre où habite un minotaure appelé douleur. Le ça, terrorisé, cherche désespérément une sortie de ce labyrinthe. Il trouve une porte marquée « échappatoire temporaire ». Alcool, drogue, sexe, jeu, achat. Au début, cette porte semble magique. La douleur disparaît. Le minotaure se tait, mais il y a un piège cruel. Chaque fois qu'il utilise cette porte, le labyrinthe devient plus grand et complexe. Bientôt, la seule obsession du ça est de trouver cette porte encore et encore. La substance ou le comportement addictif devient le soleil autour duquel orbite toute la personnalité. Le moi, ce diplomate épuisé, n'essaie même plus de négocier. Il capitule devant les exigences incessantes du dragon intérieur. Et ainsi naît l'addiction, non pas comme un vice moral, mais comme une stratégie ratée du ça pour échapper à la souffrance. Mais parfois le ça ne cherche pas à échapper à la douleur, mais à la provoquer délibérément. Imaginez quelqu'un debout au bord d'un précipice, non pas pour sauter, mais pour ressentir le vertige de la proximité avec la mort. C'est le territoire du comportement à risque, conduire à des vitesses dangereuses, avoir des rapports sexuels non protégés, parier de l'argent qu'on n'a pas. Pourquoi le sire chercherait-il activement le danger? Freud avait une théorie troublante. En nous existe non seulement une pulsion de vie, mais aussi une pulsion de mort, le thanatos. Comme un papillon attiré par la flamme, certain. Ça trouve dans le risque une façon étrange de se sentir vivant. L'adrénaline du danger devient une drogue naturelle, une façon de court-circuiter l'ennui existentiel. C'est le ça qui crie à l'univers. J'existe, je suis réel, j'importe. Même si ce cri peut être le dernier. Mais voici la question la plus troublante. Pourquoi chez certaines personnes, le ça n'a-t-il jamais appris à se comporter? Freud nous dirait que la réponse est écrite dans les pages de notre plus tendre enfance.
Imaginez un enfant dont les parents satisfaisaient chaque caprice à l'instant, sans jamais lui apprendre à attendre. Ou au contraire, un enfant dont les soignants étaient si imprévisibles qu'il n'a jamais pu développer la confiance que ses besoins seraient pris en compte. Dans les deux cas, le ça n'a jamais appris les règles du jeu social, comme un empereur qui n'a jamais connu de limites, ou comme un mendiant qui n'a jamais fait confiance à l'idée qu'il y aurait un prochain repas. Ces enfants grandissent avec un ça hyperactif et un moi sous-développé. Ce sont des adultes avec la structure émotionnelle d'enfants en bas âge, naviguant dans un monde qui exige la maturité avec des outils de crèche. Mais voici l'espoir que Freud nous offre. Le moi peut se renforcer. Imaginez le diplomate fatigué décidant enfin de se remettre en forme, apprenant de nouvelles techniques de négociation. À travers la thérapie, l'introspection et la pratique consciente, nous pouvons entraîner notre moi à être un médiateur plus efficace. Il ne s'agit pas de tuer le dragon intérieur, c'est impossible et dangereux. Il s'agit de lui apprendre les bonnes manières, de canaliser son feu primitif vers des objectifs constructifs. Comme un dompteur de lion qui respecte la nature sauvage de l'animal, mais établit des limites claires. La première étape est la reconnaissance. Admettre qu'en nous vit cet enfant primitif qui crie pour une satisfaction immédiate. Ce n'est qu'en nommant le dragon que nous pouvons commencer à le dresser. Freud nous a laissé une carte pour renforcer le moi face aux exigences du ça décontrôlé. Premièrement, la technique de la pause consciente. Quand vous sentez le rugissement du dragon intérieur, comptez jusqu'à 10. Dans ces 10 secondes, le moi a l'opportunité de se réveiller et d'évaluer la situation. Deuxièmement, la sublimation. Rediriger l'énergie primitive vers des activités socialement acceptables. La pulsion agressive devient sport compétitif. La pulsion sexuelle se canalise vers l'art ou la créativité. Troisièmement, le renforcement du moi à travers la construction de routines et de limites. Comme construire des muscles par l'exercice, le moi se renforce chaque fois qu'il résiste avec succès à une pulsion destructrice. Et finalement, la compréhension que c'est un travail de toute une vie. Le dragon ne disparaît jamais complètement, mais il peut apprendre à coexister pacifiquement avec le reste de notre personnalité. À la fin de notre voyage dans les profondeurs de l'esprit freudien, nous retournons au théâtre obscur où nous avons commencé. L'enfant sauvage est toujours là, criant pour ce qu'il veut. Le juge sévère continue de murmurer des jugements moraux. Mais maintenant, le diplomate au centre a appris quelque chose de crucial. Il ne s'agit pas de faire taire aucun de ses acteurs. Il s'agit de diriger la pièce de manière que tous aient leur moment sur scène, mais qu'aucun ne détourne complètement le spectacle. Car au fond, nous portons tous ces trois personnages en nous. La différence entre une vie équilibrée et une vie chaotique réside dans qui a le contrôle du théâtre. Et ce choix, chers spectateurs, est toujours entre nos mains. La prochaine fois que vous sentirez le rugissement du dragon intérieur, rappelez-vous, vous êtes le metteur en scène de votre propre pièce mentale. Et chaque décision consciente est une répétition pour la représentation de demain.